merci d'être là. Il y en a 2 qui sont programmés pour l'instant, mais il y a d'autres films en cours de réflexion, donc restez à l'affût des éventuelles prochaines annonces. Cutter's Way, c'est un film qui lui tient à cœur. Il a insisté pour que ce soit le premier qu'on passe dans les idées de films qu'il avait. Il nous a un peu guidés sur l'ordre. Donc il avait vraiment envie que vous découvriez ce film-là en premier. C'est un film d'Ivan Passer, qui est un réalisateur tchécoslovaque qui a travaillé avec Milos Forman à ses débuts, notamment comme scénariste et comme assistant, et qui, comme beaucoup, après le printemps de Prague, est venu aux États-Unis pour exercer son métier de réalisateur. Il est arrivé sur ce projet un peu par hasard. C'est une adaptation d'un roman. C'est un peu passé de main en main, que ce soit en termes de producteur, de réalisateur. Et puis finalement, on a demandé au scénariste qui a écrit l'adaptation de faire le choix final du réalisateur qui dirigerait cette adaptation. Et il y avait le nom d'Ivan Passer dans la liste, et c'était le seul qu'il ne connaissait pas. Et en fait, il a regardé son premier film qu'il avait réalisé en Tchécoslovaquie, et ça l'a convaincu de lui confier les manettes pour réaliser Cutter's Way, qui à la base s'appelait Cutter and Bone, du nom des 2 protagonistes. Et puis après, pareil, en termes d'acteurs, à la base, il n'y avait pas trop d'acteurs connus. Puis finalement, au dernier moment, ils se sont dit non, mais il faut quand même une tête pour ramener du monde. Et donc, ils ont appelé Jeff Bridges, qui sortait juste de La Porte du Paradis. Le film, il est juste après, donc vous verrez, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Albert Serra, mais on est sur la fin du nouvel Hollywood, mais il y a quand même une ambiance très néo-hollywoodienne dans ce film. Et le film a plutôt eu un bon succès critique et en salle à sa sortie, mais aujourd'hui c'est pas un film qu'on voit énormément en salle, mis à part dans les cartes blanches Albert Serra apparemment, parce que c'est pas la première fois qu'il l'a proposé de ce que j'ai entendu. Donc voilà, je vais pas vous en dire énormément. On suit un vétéran de la guerre du Vietnam et son ami, du coup Cutter le vétéran et son ami Bone, qui est un peu obsédé par l'idée de réhabiliter la justice du fait des torts que lui-même a subis et du coup qui va chercher un peu par tous les moyens à se faire le justicier d'une histoire dans laquelle il n'est pas impliqué à la base. Je ne vais pas vous en dire bien plus. Je vous souhaite une très bonne projection et j'espère vous voir tout à l'heure pour qu'on puisse débattre un petit peu plus longuement en compagnie d'Albert Serra. Et sinon, la prochaine séance, elle est mardi prochain, le 18. Mais ça, je vous le redirai à la fin. Et on passera Elmer Gantry, le charlatan, toujours choisi par Albert Serra. Voilà, bonne projection à tous. Bonsoir tout le monde. Comme promis, nous avons donc Albert Serra avec nous pour discuter du film. Si vous avez des questions à un moment, n'hésitez pas à lever la main et à échanger avec nous. Le but, c'est qu'on puisse débattre ensemble de ce que vous venez de voir. Déjà, première question, Albert, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce film, Cutter's Way? Je ne sais pas, c'est difficile. Surtout, c'est pour le mélange des genres. Tu sais, je pense que c'est assez innovateur. Tu sais, c'est pas comme un film de Coppola ou Scorsese, tu sais, tout est en unité, etc. Là, les genres, c'est un peu plus flou. Et il y a un mélange, c'est surtout la poésie qui guide les démarches du film. Il n'y a aucun autre intérêt. Évidemment qu'il y a des sujets typiques des années 70, c'est la fin de rêve des années 60, l'apparition de toutes ces grandes corporations, comme on voit aujourd'hui, qui vont contrôler tout le monde. On a commencé à voir déjà les soupçons de cette concentration de pouvoir et de contrôle et d'impunité. Mais tout fait d'une façon très naïve, avec une histoire de genre, mélangée aussi avec une histoire d'amour particulière, que j'aime beaucoup, parce qu'aujourd'hui, tu sais, ça fait très très longtemps que je ne vois pas un film récent avec un triangle amoureux. Non, on dit ça en français, un triangle amoureux. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme quelque chose, on sent que dans les nouvelles générations, tout ça, le seul fait, non, comme il y a une forme d'injustice toujours, dans les triangles amoureux, tu sais, la génération woke ne veut pas faire un triangle amoureux parce que oui, il y aura des gagnants, des perdants, non, il y aura des choses qui sont un peu injustes. Alors, ça fait très très longtemps que je ne vois pas un film basé sur ce sujet qui était assez commun avant. Non? Et là, en plus, c'est assez poétique parce que, tu sais, c'est assez ambigu, c'est assez aussi flou,
non, dans cette côté atmosphérique que j'adore, jusqu'au point que tu ne comprends pas exactement quels sont les sentiments de chacun, non, pour les autres. Non, et les images, ils sont géniales à ce niveau-là pour créer cette petite confusion, hésitation tout le temps, non? Il n'y a jamais une certitude de qu'est-ce qui se passe vraiment là et qui a, du point de vue moral, la raison, non? Jusqu'à quel point il faut continuer à lutter et avoir des principes quand, tu sais, l'adaptation au monde, ça a l'air que c'est quelque chose un peu nécessaire, non? Sinon, tu peux être une espèce d'être fou, isolé, etc. Non? Et c'est aussi cette espèce de lutte entre ce que tu penses, non? Et ce que tu dois faire dans ta position, dans ta lutte avec ou contre la réalité, et ce qui serait je sais pas, l'habituel ou le plus, je sais pas, parce qu'il y a ce personnage qui est l'ami de les deux, mais aussi travaille pour l'autre. Mais en même temps, il les aide à eux, mais en même temps, il pense, non, et tu dis, mais... Et alors, évidemment, le côté fantasy du film, de ce mélange de genres, c'est la fin, non? Avec ce cheval, tout ça, c'est incroyable, tu crois zéro. Mais on s'en fout. Non, on est content. Et aussi, il y a une espèce de, moi que j'aime beaucoup, c'est tristesse. Parce que ça fait longtemps aussi que l'on ne voit pas des films avec des tristesses réelles. Tu sais? Tout est basé sur les drames. Non, aujourd'hui, tout est en conséquence de les drames dans tous les films. Mais la tristesse réelle, tu sais, je sais pas, qui vraiment se dégage des images, pas de l'argument, évidemment. Parce que si elle n'était pas morte dans l'incendie de la maison, c'est qui l'a fait, on ne comprend rien, on s'en fout en plus. Tu sais, elle est morte, oui, les films sans cette scène, c'est exactement le même film, et la tristesse, c'est exactement la même. C'est-à-dire que cette scène dramatique, ou ce petit moment dramatique, n'ajoute pas de tristesse à tout ça. Oui, le moment, il y a une petite émotion, évidemment, parce qu'on voit les trois, il y a cette plan de les trois frères, de les trois amis. Mais à part de ça, tu sais, c'est pas ça qui génère l'émotion esthétique du film, ni l'émotion proprement humaine. Non? Alors, je sais pas, c'est un film presque expérimental, d'une certaine façon. Pas expérimental, peut-être c'est pas le bon mot, mais c'est un film presque qui est vraiment dans le royaume de la poésie. Et je l'adore pour ça. Et j'ai toujours aimé, en plus les dialogues sont très bien, non? Toutes les scènes avec non, dans les bars avec les Noirs, non? C'est aussi le Vietnam, très important. Parce que, tu sais, ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui aussi c'est difficile à comprendre ou à accepter. Tu sais, tous les jeunes qui viennent du Vietnam, dans le Vietnam, il n'y avait pas que des psychopathes, les jeunes étaient envoyés là, tu sais. Et après, tous ces gens qui sont là, ils sont revenus, et ils sont rejetés pour tout le monde, pour les gens de gauche et pour les gens de droite. Alors tu dis, tu sais, personne ne les considère comme des héros, au contraire. Non, c'est comme une espèce de... Il faut... Non, il commence à encombrer, non? Il faut les... Tu sais, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les écouter. Non? Et ce qu'on voit dans cette scène-là, ce qui pourrait être non, une scène un peu drôle, non, limite un peu méchant, non, avec son dialogue avec les Noirs, les hommes noirs, ça devient, tu sais, une espèce de description assez précise des gens qui sont vraiment écartés sans avoir rien fait. Et au contraire, non, en avoir fait ce qu'ils ont déjà dit qu'ils devaient faire. C'est le paradoxe, non? Et comme les gens de gauche n'ont pas réussi à trouver une solution psychologique et morale pour tous ces gens-là, c'est pour ça que ça se passe tout ça. Au contraire, c'est le moment où les grandes corporations gagnent le pouvoir. C'est très paradoxal. Et bon, c'est bon, j'aime bien. Ouais, justement, c'est une des choses que j'ai trouvé intéressante dans le film, c'est que le personnage de Alex Cutter, du coup, qui est vétéran de guerre... non, c'était pas Vietnam, je pense, notre guerre. Non, c'est Vietnam. Ouais. Et justement, on sent que, bon, déjà, il est marqué physiquement, ça c'est la première chose qu'on voit chez lui, il est borgne, il est manchot, et on sent que c'est quelque chose qui est tacite chez lui, et en même temps,
c'est un film qui raconte le traumatisme de la guerre du Vietnam sans jamais en parler, sans jamais montrer quoi que ce soit de très explicite à ce propos-là. Et on sent juste qu'il a cette soif de réparation et justement d'être vu comme un héros, lui qui a été négligé en étant envoyé là-bas comme de la chair à canon. Ouais. Et c'est intéressant parce que toi, tu vois les deux hommes, non? Les deux ont des qualités et des défauts, non? Et toi, tu te demandes si tu es la femme. Bon, d'abord, la femme, elle a aussi ses propres problèmes. Mais tu te demandes à qui tu préférerais. C'est intéressant la question, non? C'est pour ça qu'il y a un trio, non? Il y a un triangle amoureux, non? Et toi, tu es la femme, il dit, si tu dois choisir, à qui tu choisirais? Non, il faut demander au public, non? Parce que c'est une difficile décision, en fait, non? Et c'est pour ça que le film est intéressant. Parce qu'il y a un personnage qui doit prendre une décision qui est difficile, même pour nous, spectateurs. Alors, moi, je préfère, non, évidemment, le vétéran de Vietnam, mais ça, c'est moi. Mais, je ne sais pas. Je comprends qu'elle pourrait préférer l'autre, tu sais, ce serait pas... Ouais, ça serait pas... Mais, je ne sais pas. Mais elle est alcoolique aussi. Qu'est-ce que tu peux faire avec un alcoolique? Rien. Tu sais. Il ne va discuter rationnellement. Non? Ça ne sera pas une décision... Ce ne sera pas une décision, non, objective. Ce sera plutôt, je sais pas, très arbitraire. S'il y en a qui ont des réactions, n'hésitez pas en tout cas à lever la main. Moi, une autre chose qui m'a marqué dans toute cette ambiance que vous avez décrite, c'est justement effectivement quelque chose qui est très propre aux années 70. Et en même temps, le film est sorti en 81, après La Porte du Paradis, ce que j'évoquais dans la présentation. Donc on est vraiment sur la fin du nouvel Hollywood qui est en train de décliner, quoi. Oui, parce que ce sont les éléments les plus créatifs. Michael Cimino et Heaven's Gate, ici, ce sont les deux grands films les plus créatifs, les plus, comment dire, innovateurs, les plus intéressants, les plus, ça, des mélanges de genres aussi, tu sais, même si c'est un western, mais c'est un western presque abstrait, aussi avec, non, un côté un peu presque marxiste à l'intérieur, tu sais, presque inacceptable, non? Tu sais, les autres ont survécu parce qu'ils ont fait des films plus conventionnels, tout simplement. Mes préférés sont les jeunes qui essayent de pousser à l'intérieur du système. Non? Alors, je ne sais pas. Pour moi, ça n'a rien à voir tout ça. Tu sais, une des images de ce film, c'est mieux que tous les films de filmographie de Scorsese et Coppola ensemble. Alors, tu sais, il n'y a rien à dire à ça. Ouais, et ça c'est une telle évidence. Tu sais, là c'est des poètes, c'est comme si tu dis, je sais pas, c'est un poète, les autres sont, je sais pas, des artisans dans le pire sens du mot. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette take très clivante? Ouais. Moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est, comment dire, il mixe plusieurs aspects des films des années 70, il y a le côté Nouvelle Hollywood, le déclin de l'Amérique, l'autre côté du rêve américain, mais aussi le thriller paranoïaque, un peu comme Marathon Man par exemple. Et ce qui est fou dans ce film, c'est qu'il mixe tout ça ensemble. Alors qu'en général, les films se concentraient un peu sur un genre, on va dire, comme vous le dites, effectivement, il y a un mix des genres qui est assez incroyable, et pourtant tout se tient. Parce qu'il y a aussi une épaisseur des personnages, de l'écriture, et ce vétéran aussi, qui malgré tout a des valeurs, mais qui est aussi qui est complètement abattu et qui est assez détestable aussi. Enfin, des sentiments mêlés, il y a aussi la tristesse, effectivement, une certaine beauté dans la relation entre les personnages qui s'apprécient, qui s'aiment vraiment. La jeune fille, cet ami qui les rejoint, tu sais, qui est intéressant aussi comme personnage. Ouais, Parce que, ouais. C'est la sœur de celle qui est morte. Oui, oui. Alors, je sais pas, c'est vrai. Peut-être, oui, Parallax View aussi, c'est un autre film sur la paranoïa des années 70 qui pourrait nous rapprocher. Mais là, le film échappe à tout. Il tient dans un film, tu vas à un autre, et il n'y a jamais, tu sais, une stabilité. En plus, pour des raisons personnelles, moi j'adore la musique du film. C'était Jacques Nietzsche, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un producteur, ingénieur du son, producteur parfois, de l'époque. C'est vraiment, tu sais, surtout il y a la chanson qu'ici on entend un fragment, non? Yes, we are all enough to know, non? Parce que quand elle va la première fois presque, je pense, non? Avec Jeff Bridges,
tu sais, qu'on l'embrasse et tout ça, et il y a cette chanson, We Are All Enough to Know, paroles très intéressantes, et c'était composé exprès pour le film, c'est de Jack Nietzsche. Alors, je ne sais pas, c'est vraiment, Jack Nietzsche, c'est quelqu'un qui vient des années 60, tu sais, avait travaillé avec tous les grands stars de rock, surtout américains de la côte ouest. Alors, il arrive aux 60, presque 80, et c'est la fin de tout. Tu sais, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir. Tu sais, tous les rêves de 60, c'est fini. Et le film décrit un peu ça, dans l'atmosphère. Et j'adore, c'est-à-dire... Et le personnage de Jeff Bridges, c'est aussi assez intéressant. C'est intéressant. Il est beau, non? Je sais pas. Ce qui est intéressant dans les dynamiques entre les personnages, c'est que ça en fait un film très intimiste. On sort presque jamais des 4 protagonistes, 5, avec l'ami qui vient les aider, mais qui en même temps travaille pour le méchant, on va dire. Et on sent qu'il y a ce truc de revendication sociale quand même, notamment par Cutter. Mais en même temps, ils sont tout le temps entre eux. Mis à part une séquence que moi j'ai trouvée très intéressante, c'est celle où il rentre dans la voiture du voisin, ouais. Et où le policier intervient et on se dit qu'il va... Enfin, c'est un peu une bombe à retardement, le vétéran, donc on a un peu peur qu'il pète un câble, et en fait on sent qu'il est dans cette revendication de réparation encore une fois, et il finit par s'en tirer, et avec le policier qui est plutôt sympa avec lui. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est l'espèce de... Moi j'aime parce que c'est comme les films, ils jouent un peu. Tu sais pas jusqu'à quel point il y a un... Non, tu comprends que c'est sincère, mais en même temps, il y a ce côté un peu ludique de la revendication. C'est qu'il rend plus... Il n'y a pas un côté sérieux. Non, il n'y a pas... Je ne sais pas, c'est par hasard. Tu sais, c'est des gens un peu perdus, et par hasard se sont trouvés en milieu d'une espèce de je sais pas, de problèmes ou de crimes ou de... Non, et ça commence à dévoiler un autre monde caché, non, un autre monde qu'il y a derrière la réalité, qu'on avait l'intuition, ou eux, ils avaient l'intuition, mais par hasard, non, ils se trouvent vraiment au cœur de ce monde caché, latent, non, qui existe. Et c'est intéressant parce que, c'est beau parce que là, à la fin, tu vois que la femme de l'homme riche, non, ils ont une unité très forte. C'est comme une espèce de, non, d'unité de classe, vraiment, tu sais, entre eux, ils ne se disputent pas. Tu sais, c'est comme une espèce de protection absolue. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est instinctif. Et le film le montre d'une façon grotesque, évidemment, pour toutes ces... Non, ce personnage qui est presque une caricature totale. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est des personnages qui sont soit des abstractions, soit des caricatures. Normalement, dans les films, personnages qui sont des abstractions, dans un film de Scorsese, tu ne vas pas trouver. Tu sais, parce que non, il faut faire tout bien fait avec les drames et tout ça. Et les plus dramatiques et exagérés possibles, c'est mieux. Non? Mais des personnages qui sont là un peu flous, il n'y a pas. Alors, c'est parce que c'est un risque. Tu sais, c'est un risque. Il y a des gens, des spectateurs qui s'ennuient, qui ne comprennent pas. Il faut le regarder comme un poème, il ne faut pas le regarder comme une narration. Oui, c'est vrai que tout est... Ah, vas-y. Je suis d'accord avec vous par rapport au fait que c'est un film un peu différent de ce qu'on voyait dans les films américains de la fin du Nouvel Âge Hollywood. Est-ce que vous croyez que c'est dû au fait que justement le réalisateur, il est étranger, qu'il vient de la Tchécoslovaquie, qu'il a peut-être un regard un peu différent des cinéastes hollywoodiens? Il y a une chose qu'on disait même à l'époque de l'époque classique d'Hollywood, ou même l'âge d'Hollywood, les plus grands films ayant été faits soit par des immigrés ou par des enfants d'immigrés. Donc est-ce qu'il y a ce côté un peu européen ou européanesque qui a fait que voilà, on regarde une œuvre un peu différente de ce que vous avez cité comme Scorsese? C'est possible, tu sais, c'est pas l'idée de les films bien faits. Tu sais, les types, il avait fait dans les années 60 des films avant-gardistes, on pourrait dire, très underground. Non, ils sont sortis, vous pouvez trouver un DVD. Alors, c'est possible. Mais en même temps, c'est un film parfaitement intégré au niveau de fabrication dans l'industrie des États-Unis. Alors, avec les acteurs, tout, non. C'est aussi intéressant, la ville de Santa Barbara.
Déjà, tu avais cette espèce de, non, de mélange des hispanos, non, de tradition hispanique. Non, une société assez. C'est pas Los Angeles, c'est côté. Ils le disent au début du film, ils disent ici on n'a pas les criminels comme à Los Angeles. Oui, oui, ce sont des autres criminels, c'est une autre forme de criminalité, des gants blancs, non? Mais qui sont autorisés à assassiner aussi. Mais de toute façon. Mais non, je sais pas. Moi j'aime. Le personnage un peu, non, de l'ami qui travaille pour les gangsters, pas pour les gangsters, mais pour l'entrepreneur, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est intéressant aussi. Bah, au-delà du dilemme du triangle amoureux, on sent qu'ils ont tous leur dilemme intérieur. Le personnage de Jeff Bridges, on ne sait pas trop si c'est un lâche ou si c'est le plus raisonnable d'entre tous. Ce personnage. Mais s'il est un gigolo, non? Ou non? Qu'est-ce que... Oui, c'est lui qui lui donne de l'argent à elle ou elle a... J'ai oublié. Ou elle a lui au début de la scène? C'est elle à lui? Oui, oui. Oui, c'est comme une espèce de gigolo, non? Tout à fait. Oui, oui. C'est-à-dire, tout est bizarre dans ce film. Non? Mais après, l'autre préfère pas le gigolo, préfère les comment dire, l'estropié, le vétéran. Chacun de son goût. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Déjà, est-ce que vous avez aimé globalement? Je ne vous ai même pas demandé au début. Parce que s'il y en a qui n'ont pas aimé, on peut en débattre aussi. Il n'y a pas de problème. Ce qui est étonnant, c'est que ça n'a absolument pas bougé. Je l'ai vu quand il est sorti. Ouais. Et j'ai le même plaisir. Ouais. Très étonnant. Alors que je ne me souvenais pas parfaitement de tout. Et effectivement, j'adore ce film. C'est rare au cinéma de réussir ça. Sans emmerder le spectateur, c'est difficile. C'est très rare, aujourd'hui c'est presque impossible. Le mélange des genres d'ici, c'est tellement, comment dire, bien fait, consciemment, c'est trop risqué. C'est trop dans l'abstraction. Même s'il y a des éléments qui sont touchants, etc., pour le grand public, bon, le film c'est un grand échec commercial. Alors, non, on comprend pourquoi. En fait, quand il est sorti, je crois qu'il a un peu flop, mais qu'ensuite il y a eu une sorte de après le côté culte, non, mais, ouais. Mais c'est pour de happy few, ça. Mais c'est vrai c'est pas un film, en tout cas, qu'on cite ou qui est très cité majoritairement dans les films de cette période-là. Et en même temps, je pense qu'encore une fois, il y a la question du timing où il est un peu arrivé aussi au mauvais moment, un peu tard dans cette période-là où il y avait beaucoup de liberté quand même. Pour les réalisateurs créatifs comme ça, qui voulaient faire des choses très basées sur l'ambiance. Le problème, c'est que ce qu'il fait, il utilise la liberté, la même liberté que le Nouvel Hollywood, mais pour faire quelque chose qui est trop subtil. C'est ça le problème. Que les qualités de ce film sont trop subtiles. Alors, tu sais, tu peux faire des choses, je ne sais pas, mégalomanes, tu peux faire des choses politiques, de la guerre, des grands sujets, des grands conflits, de grands drames, de grandes revendications, de psychopathie dans la rue, je ne sais pas. Mais là, c'est trop subtil. Tout ce qu'on aime, c'est trop délicat, c'est trop sophistiqué en fait, le mélange. Alors, c'est impossible de l'apprécier au moins que tu comprennes qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je ne vais pas l'apprécier comme ça, comme si c'était une histoire d'amour. Les gens qui veulent apprécier pour l'histoire d'amour ne vont pas y arriver non plus. Parce que c'est trop subtil, c'est trop... Non, c'est mélangé avec tous les autres genres qui sont autour. Et c'est ça qui est beau, c'est flottant. C'est pas définitif, il n'y a rien de définitif dans ces films. Je sais pas. Même toutes les scènes sont belles. Même les scènes, quand il va avec les bateaux, avec la jeune fille, tu sais, le dilemme moral là, de si il doit continuer ou pas à soutenir à l'autre. L'autre qui est la sœur ou la fille? C'est la sœur de celle qui s'est fait tuer, ouais. Même elle abandonne un peu. Il y a un moment où elle dit qu'il faut abandonner, non? Si je me souviens. En fait, il y a tout ce truc où on lui reproche de profiter un peu du crime, parce qu'il y a la revendication avec l'argent. Après, ils disent en fait non, on va pas récupérer l'argent, c'est pour dénoncer le mec. Mais en fait, quand on lui dit ça, elle s'en défend tout de suite. Et puis après, on sent qu'elle se pose quand même la question, est-ce qu'elle fait ça pour les bonnes raisons? C'est pour ça que je préfère le personnage principal, parce que tous les autres, ils ont
ambiguïtés morales. Celle qu'il n'a pas, c'est lui. Ah, c'est sûr, lui, il Je- est direct, il sait ce qu'il veut du Oui. début à la fin. Ouais. Ça veut dire qu'il doit être méchant parce que, tu sais, l'ambiguïté, tu sais, normalement, c'est toujours comme une excuse, non? Pour cacher, non? Ou la politesse, pour cacher que tu ne veux pas faire quelque chose, que tu ne veux pas faire ce que tu dois faire. Et c'est ça, chaque scène du film, c'est dans cette question. Si vas-tu faire ce que tu dois faire ou pas? Non? Tout est autour de ça. Chaque scène, chaque petite discussion, chaque même au niveau sentimental et intime. C'est ça. Parce que ça, c'est Jeff Bridges. Devrait, tu sais, aller avec elle et lui proposer quelque chose de sérieux, soit partir. C'est-à-dire, soit le laisser tranquille. Parce qu'il y a l'autre que c'est son ami. Oui. Alors, un des deux, Il vit à moitié il reste chez eux, là tout le temps. Il ne sait pas quoi faire parce que c'est difficile de prendre des décisions. Et tout le temps, c'est cette question. Même l'autre, l'ami, la fille ou la soeur, tous. À exception de lui. C'est pour ça que lui, il est méchant avec les noirs. Même s'il fait des blagues. Et puis c'est lui qui est traité de fou, quoi. Enfin, il n'est pas traité directement de fou, mais on se dit qu'il est irrationnel, qu'il est... Bon, c'est ça aussi le côté du film. Lui, il représente une forme d'irrationalité, mais qui peut se confondre avec le côté visionnaire, qui est différent. Tu sais, une forme d'irrationalité à côté d'une personne qui voit au-delà ou qui peut prévoir le futur. Et le futur, c'est le futur qu'on a aujourd'hui. C'est présent. Alors, oui. C'est peut-être pour ça que le film est toujours aussi d'actualité aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'effectivement, il prédit un peu l'avenir. Moi, j'écoute la bande de son souvent. Je l'ai dans mon, pas le portable, mais mon iPod. Et je l'écoute souvent. C'est assez mélancolique aussi. Triste et mélancolique, la musique. Est-ce que vous avez lu le livre dont est tiré le film? Parce qu'il a changé de titre et il a choisi de ne pas mettre les deux sur le même plan et d'insister sur le fait que c'est Cutter's Way. C'est vrai que le film, finalement, tous les personnages sont obligés de suivre l'obsession de Cutter et ça va jusqu'au bout, jusqu'à finalement prendre le relais quand Cutter peut. Pour moi, imaginer qu'il y a un livre, c'est complètement difficile à imaginer. Parce que c'est tellement spécifique d'une pureté visuelle, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire les qualités de ce film sont tellement spécifiquement liées à les images que penser qu'il peut rendre que des mots ou des livres ou la description de quelque chose avec l'écriture peut rendre justice à ce qu'on voit ici, même si c'est antérieur, que ça c'est une adaptation, tu sais, de quelque chose, d'un matériel préexistant qui est l'original, elle est genuine, mais là, c'est tellement à part, les qualités sont tellement propres, tellement spécifiques que ça me rend complètement froid de savoir s'il y a un livre ou pas. Alors pour le coup, pour l'histoire du titre, il y a une histoire derrière, c'est qu'à la base ça devait être adapté avec le titre Cutter and Bone. Et en fait, quand ils sont sortis, ils avaient trop peur que ce soit pris pour un film chirurgical, enfin sur la chirurgie, Cutter and Bone, l'os. Et c'est une vraie anecdote. Et du coup, ils ont dit il faut qu'on trouve un autre titre. Et effectivement, ils sont partis sur Cutter's Way, qui est quand même plus imagé, effectivement, je trouve, que juste le nom des deux protagonistes. Mais c'est intéressant ça, que tu ne peux pas résumer les qualités, tu ne peux pas résumer pourquoi tu as ce film avec l'argument. Tu expliques l'argument, c'est absurde. Il faut le voir, il faut voir les images, il faut sentir l'atmosphère de chaque scène. Il faut... non? Paradoxalement, c'est un film qui est très rythmé, enfin qui est très basé sur l'ambiance de ces scènes, et en même temps, ça avance à un rythme assez rapide. Il n'est pas très long, le film. Je trouve qu'il y a une grande qualité de montage aussi là-dedans, de réussir à garder justement. Enfin, vous disiez tout à l'heure que peut-être il y a des gens qui s'ennuient là-devant. Enfin, ça doit exister, mais moi je trouve ça dur de s'ennuyer devant parce que il y a quand même un certain rythme où tout est imprévisible, donc on se demande quelle va être la prochaine décision à chaque fois, est-ce qu'ils vont abandonner, est-ce qu'ils vont continuer, quel personnage va faire quoi. Donc je pense que ça tient aussi au montage du film de réussir à faire ça. Et puis, Oui, toujours le côté moral, la sincérité, tu sais. Moi j'adore le moment
où ils sont contents parce qu'il est allé, non? Il a monté dans les bâtiments, il a donné, non, la lettre et tout ça. Après, ils sont tous contents. Et après, il dit qu'il l'a pas fait. Tu sais, c'est même, non, toi comme spectateur, non? Tu te sens aussi, non, trompé. Et tu as une espèce de haine contre lui. Et c'est ça. Tu sais, dans la vie, il y a des personnages qui sont comme ça. Toute la vie, aujourd'hui, c'est comme une espèce de, non, de célébration du mensonge. Et des faux courage, des faux vraies valeurs. Alors, non, là, il y a comme un sens. Pourquoi il doit y aller? Pourquoi il dit qu'il l'a fait? C'est complètement absurde, non? C'est stupide. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils font les 90% des gens qui sont dans les médias. Tu sais, ils vont là, ils vont dans les bâtiments, ils descendent, ils te disent qu'ils ont fait ça, tout le monde était content de tout ça, et après ils disent non, je ne l'ai pas fait. Et tu dis, mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu descends? Pourquoi tu dis qu'il a fait? Personne t'a obligé à y aller, non? Personne t'oblige à rien dire. Tu restes chez toi, et c'est tout. Pas, non? Pourquoi mettre les jeunes avec tes mensonges et tes problèmes? Et en même temps, c'est l'ambiguïté du personnage de Jeff Bridges de vouloir soutenir son ami, mais dans quelque chose qu'il n'a pas vraiment envie. Enfin, on sent tout le long qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Dès le moment où il se fait interroger par la police, il est très évasif, il n'a même pas envie d'écrire ce qu'il a vu. Quand il reconnaît le coupable, il n'a pas trop envie de le dire non plus. Ça lui échappe presque. Quand il dit « Ah, mais c'est lui », on sent que ça lui échappe, quoi. C'est la confusion aussi, c'est notre grand sujet des années 70. Non, parce que les gens peuvent sentir des choses, mais ce sont des sensations confuses. Et le cinéma a reflété un peu cette confusion. C'est difficile de le faire, mais je pense que ce film, il le fait un peu. Parce que normalement, la confusion, c'est un concept, comment dire, difficile à transformer en image et en narration. Non? Alors, tu ne peux pas le faire à travers du drame. Il n'y a pas des contenus dramaturgiques à travers des dialogues, des personnages, etc., qui peut tu sais, faire ressentir cette confusion qu'il y a dans la société. Il faut le faire avec des images, il faut le faire avec des petits moments, c'est des petites accumulations, c'est des petites contradictions, c'est des petites soupçons, c'est des petites demi-vérités, c'est des personnages un peu à la dérive. Mais tu ne pourras jamais la décrire d'une façon concrète. C'est un peu impossible, ça serait une contradiction, non? Confusion, ça veut dire qu'il n'y a pas de concrétion. Alors, mais ce film réussit aussi à saisir cette espèce de sensation qui était très commune à l'époque et le faire d'une façon assez fascinante. Moi, ça m'évoque un peu, qui le fait d'une manière un peu différente, mais La Dernière Corvée de LHB, The Last Detail, qui je trouve a aussi ce truc de tirer des personnages en dehors de leur milieu qui était l'armée, de les envoyer un peu vagabonder et vivre des choses à droite à gauche pendant leur traversée de l'Amérique. Et oui, mais c'est déjà, il y a les propos déjà au début, dans l'argument. Là, non, cette confusion, ça se filtre. Ça se filtre presque inconsciemment dans toutes les scènes. Même ça, l'incendie de la maison, qui l'a fait, pourquoi, ça a été un accident, ça a été provoqué, pourquoi maintenant, qui veut tuer cette personne, on pensait qu'il y avait l'autre, mais qui veut tuer l'autre taré? On ne comprend rien. En fait, personne veut. Tu sais, ils n'ont pas besoin. Oui, c'est une histoire de paranoïa aussi. Oui, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas besoin. Pourquoi tu es une telle insignificance? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que c'est la confusion. Tu sais, la paranoïa, c'est en parallèle à la confusion. Et... oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Mais c'est ça qui est beau, que toutes sortent des images. Il n'y a pas un propos dramatique clair avant de tourner chaque scène, de ce que la scène doit dire au niveau de signification. C'est impossible, parce que tu vois n'importe quelle scène de ce film,
Les gens, quand on tourné ça, ils pensaient qu'il va dire quoi ça? Qu'il va donner quel genre de sensation à spectateur? C'est impossible. C'est vraiment, c'est à la limite de. C'est tellement. Ça se dégage d'une façon tellement spontanée, tellement imprévisible, que tu ne peux pas. Je ne pense pas qu'ils ne pouvaient pas contrôler les sensations que chaque scène va donner au spectateur. Même si sont d'une façon, comment dire, visuelle, assez claire, bien organisée, avec un contenu compréhensible, avec des personnages plus ou moins lisibles. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui toujours échappe à ce contrôle, et c'est intéressant. C'est spécifiquement visuel. Alors, c'est tellement spécifiquement visuel que tu ne peux pas le contrôler. La dramaturgie ne peut pas le contrôler, la mise en scène ne peut pas le contrôler, le côté plastique ne peut pas le contrôler. D'ailleurs, c'est un film qui est un peu dur à digérer tout de suite après l'avoir vu, je trouve, parce qu'il faut le laisser infuser, justement, parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et, enfin, moi, je trouve que c'est les meilleurs visionnages quand on reste avec des sensations plutôt que des idées, et qu'ensuite on doit un peu débrouiller tout ça dans les heures, les jours qui suivent. Ouais. Et surtout, ce qui est ambigu, c'est vraiment avec le personnage de Jeff Bridges, on ne sait pas vraiment pourquoi, à un certain moment, il a décidé vers la fin de suivre le personnage de Cutter dans la tête et aller poursuivre avec lui l'aventure pour retrouver l'accusé. On ne sait toujours pas vers la fin qu'est-ce qui a fait qu'il a enfin cru à ce que lui disait son ami en disant que oui, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a tué la femme de son ami, c'est lui qui a tué la première femme. Oui, parce que c'est un personnage qui dit aujourd'hui que c'est le superficiel, c'est la personne superficielle qui ne veut pas se mêler avec des problèmes. Il veut, fuir le problème, il ne peut pas, se voir emmerdé, encombré pour des problèmes. En même temps, il y a cette insatisfaction, cette absence de satisfaction, parce que ce qui donne des satisfactions, c'est avoir des problèmes et les vaincre. Non? Tout le reste, c'est une espèce de vide, non? De néant. Et alors, c'est cette espèce de personnage superficiel qui rejette la... Et d'ailleurs, même avant ça, on ne sait pas trop comment il a évité la guerre, il me semble. Il y a tout ce truc. Ah oui, à un moment qu'il dit ça. Justement, c'est pas trop dit, mais on voit que son ami, clairement, il a ce traumatisme-là et que lui, il a l'air d'être passé entre les mailles du filet. Et ça a l'air d'être ce personnage qui arrive toujours à se dédouaner des conflits et des choses trop compliquées, quoi. Justement, il restait auprès de la femme de son ami, pendant que lui, il était en train de se faire... oui, il ne peut pas se décider non plus. J'ai dit, il ne veut pas la peindre, mais il ne peut pas la laisser tranquille. Non. Et voilà, non, il y a moins qu'il y en a qui font l'amour, non? Après, il s'en va. Oui, elle lui demande de rester, il s'en va. Il pouvait avoir parti avant. Mais encore, non, c'est des gens qui, dans son inaction, ils créent beaucoup plus de problèmes qu'avec l'action, non? Comme disait le cardinal de Retz, disait parfois que pour éviter, il y a des gens qui, pour éviter un mal petit, on va en créer un de plus grand. C'est vrai qu'au final, pour pas réagir, à ce moment-là qu'il est puni. Pour éviter simplement un mal petit. Et derrière, il y a l'incendie juste après qu'il soit parti, quoi, en plus. C'est ça. Et c'est ça qu'il y a cette ambiguïté aussi narrative, parce que du point de vue narratif, le film est complètement absurde. Non? Alors, il y a ça, comme si c'est lié, une fait à l'autre, mais tu peux dire, mais ça serait quoi la liaison? Aucune, qu'il est parti, et quoi? Ils ont venu des méchants pour brûler la maison, et lui, il était là pour la défendre, ou quoi? C'est complètement exagéré quand même. Et même s'il était là, qu'est-ce qu'il aurait fait? La maison aurait été peut-être brûlée aussi, ou s'il était endormi, il serait brûlé comme l'autre. Je ne sais pas, c'est-à-dire, quelle est la liaison narrative? C'est complètement arbitraire. En tout cas, merci beaucoup Albert de nous avoir proposé ce film, de voir ce film, de le découvrir sur grand écran. C'est assez rare à voir à Paris. Peut-être pour conclure, vous pouvez nous dire quelques mots rapides sur Elmer Gantry, qui est le film qu'on passe la semaine prochaine, qui est aussi un grand film de mensonges.
C'est ça, c'est ça. C'est l'histoire de l'Amérique, tu sais, c'est un pays qui a été créé sur la force et sur le mensonge. Alors là, il y a ce personnage de Lancaster, peut-être dans le meilleur rôle qu'il a jamais fait, et que ça joue avec cette idée de où commence le mensonge et finit la vérité, et où le mensonge s'arrête pour commencer une nouvelle vérité qui est construite à partir du mensonge. Non? Et tout ça, évidemment, lié avec deux constantes, ou une constante très importante de l'Amérique, que c'est l'argent, et l'autre, que c'est l'intimité entre les personnages, que c'est aussi important, tu sais, parce que les jeunes aussi, les Américains, dans l'intimité, ils vont à fond, hein, parce qu'ils se marient, et après, tu sais, toi tu es riche, il s'est marié, il perd la moitié de sa fortune, après il va se marier tout de suite, tu sais, c'est-à-dire que l'interaction, c'est pas comme en France, tu sais que les jeunes sont toujours au même statut, tu sais, là non. Là, le type s'est marié, la femme, je ne sais pas, elle prend la moitié de la fortune, et tu as la ruine, ou le plus de la moitié. Et c'est fini, après, tu sais, ça va vite. Alors, là, il y a un peu, au début de ça, qui est un peu la paradoxe, parce que avant, non, il y avait comme cette stabilité, etc. Mais c'était faux, tu sais, ils ont dans l'esprit cette espèce de boulimie de l'action, non? On voit aujourd'hui avec Elon Musk, ces gens-là, que j'adore. Mais, c'est-à-dire que là, il faut faire, non, il faut faire des choses, il faut inventer, il faut bouger, non? Il faut bouger constamment et il faut risquer. Et là, c'est très intéressant. C'est une espèce de théâtre, c'est grotesque, non? Mais j'adore la mise en scène de tout ce qui est cette espèce de, comment dire, des parades, de cirque, bon, pas de cirque, mais des parades, des ventes de prédication, d'abord, c'est une espèce de... Non? C'est ça où, clairement, par exemple, la religion, là, c'est des affaires. C'est pas comme le Vatican, que c'est aussi des affaires, mais c'est un peu plus caché. Non, il faut voir que c'est pas. Là, non, c'est les affaires et la religion, c'est la même histoire. Non? Il ne faut pas tricher là. Ici, on vend quelque chose spirituellement, non, qui a des valeurs, mais on te la vend. Tu sais, on ne te la donne pas. Non, on te la vend. D'ailleurs, le titre français, c'est Elmer Gantry, le charlatan. Hein. C'est directement que c'est un businessman, quoi. Oui, oui. Et l'interprétation de Burt Lancaster est géniale. Aussi, c'est Jeanne Simmons, je pense. Que moi, j'ai toujours détesté cette actrice. Mais là, comme elle joue un personnage détestable, ça marche. Parce que c'est elle-même. Moi, c'était toujours ma théorie d'interprétation d'acteur. Plus le personnage se rapproche à l'acteur ou à la personne, plus facile tout devient, et plus naturel, et plus, comment dire, réaliste, non, et organique. Après, tu peux appuyer sur ça toute la fantaisie que tu veux, parce que ça va rester toujours dans l'organicité de la vérité. Alors, non. Et là, on a la chance de la voir dans cette, dans cette rôle assez, comment dire, convenient. Et c'est bien. Et il y a surtout un autre personnage qui m'a beaucoup influencé du point de vue essayer de recréer ou de trouver dans un équivalent dans des autres films ou même dans mes propres travaux, que c'est le personnage d'un journaliste qui le suit. Au début, il commence à voir que là, c'est une espèce de... qui sont des tricheurs, qui sont des gens qui vont... c'est de l'escroquerie. Mais il commence à apprécier quelque chose qu'il y a, même dans les mensonges, il y a toujours un point de pureté et de vérité. Et il y a toujours cette ambiguïté jusqu'au moment où tu dis, tu sais, peut-être c'est les autres, c'est les journalistes, c'est la société puritaine, la société qui dit plus de mensonges. Non? Il y a toujours ce décalage et c'est aussi mouvement, non? Pour voir c'est qui dit plus de mensonges. Oui. Non? Ah oui, non, c'est sûr. Qui était un peu là aussi. Oui. De la même façon que c'est qui a raison, c'est qui... Non? Oui. C'est le contraire, c'est qui dit plus de mensonges. Parce que tu dis, oui, il dit des mensonges, oui, on le voit, mais toi, il en dit combien? Non? Si, complètement. Et c'est cette construction
de l'Amérique, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'inévitablement, les personnages, ça on le voit très clairement, tu ne peux pas éviter d'être toi-même. Non, tu sais, il y a finalement, même dans un film, parce que la clé lisible c'est l'acteur, il y aura une unité. Même si tu es un connard ou si tu es un assassin, tu auras une unité de vérité d'assassin. Non? C'est inévitable, avec toutes ces ambiguïtés. Mais finalement, tu auras ça. Alors, les films jouent un peu avec ça. Parce que finalement, il y a toujours une unité de vérité. C'est-à-dire, En tout cas, il peut y avoir même une pureté. Ouais. Une pureté qui peut être même moralement plus comment dire, respectable que... Non? Parce que l'unité, c'est inévitable. C'est impossible d'être un être complètement contradictoire. C'est impossible. Finalement, il y aura un point d'homogénéité, d'identification entre toi et toi-même. Tu ne pourras pas complètement, tu sais, te tricher et te... Non, non, on est rattrapé par... oui. Tu seras toujours rattrapé par une forme de vérité. Et le film est très intéressant par rapport à ça. En tout cas, pour le découvrir et développer un peu plus là-dessus, je vous invite à venir mardi prochain. Regardez, c'est magnifique, la dernière scène, c'est magnifique. Mardi prochain à 19h30, ici aussi au Reflet Médicis. J'essaierai d'être ici, si je ne peux pas, je m'excuse déjà en avance, mais je vais faire le maximum. Voilà, avec une discussion à la fin dans tous les cas. Je vais essayer. C'est des problèmes maintenant, mais on verra si je trouve une solution. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci.